C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Alors ensemble, nous recevons Aurore Berger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche et vous êtes présidente déléguée du groupe à l'Assemblée nationale. Donc on va parler de la polémique du jour puisque... on va de polémique en polémique, on en a eu sur les masques, sur les tests, et là bien sûr la vaccination, pourquoi aurait-elle échappé en quelque sorte à cette polémique? Donc le retard qui a forcé l'exécutif à marquer le pas, à accélérer le rythme plutôt, mais le Premier ministre a déclaré aujourd'hui que c'était une polémique inutile. Est-ce vraiment une polémique ou bien est-ce une interrogation quand même légitime? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le Premier ministre qui était venu devant l'Assemblée nationale assez tôt, justement, pour expliquer quelle serait la stratégie vaccinale du pays. Et il avait annoncé qu'on commencerait la campagne de vaccination la semaine du 18 janvier. Et alors, personne dans l'opposition ne s'en était ému en considérant que ce serait un retard inacceptable. D'ailleurs, les 2 tiers des pays européens n'ont pas commencé leur campagne vaccinale. Et on voit bien que dans les pays où ça a commencé, parfois aussi, on a eu des ratés et des bugs. Et dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas accepter de prendre le risque qu'il y ait justement des ratés dans le déploiement et la mise en œuvre de la stratégie. Ensuite, il y a l'attente, qui est en effet extrêmement puissante, parce que le vaccin, c'est évidemment une chance inouïe pour nous tous. Et ça répond aussi, je trouve, et c'est ça qui est intéressant, aux inquiétudes qu'on avait sur des Français qui seraient rétifs, qui ne voudraient pas se faire vacciner. Donc il y avait une part Moi, de stratégie. je vois finalement l'attente comme de manière positive aussi, en disant en fait, les Français sont prêts à se faire vacciner et ont envie d'y avoir accès le plus rapidement possible. Et puis enfin, il y a une gradation, c'est-à-dire quels sont les publics qui sont prioritaires ou non. Et là, on comprend bien qu'on commence par celles et ceux qui ont le plus de risques d'arriver en réanimation à l'hôpital, donc celles et ceux qui sont en EHPAD. Et puis ensuite, celles et ceux qui sont à leur contact, les soignants, les aides à domicile, les pompiers, et puis les plus de 75 ans, mais qui ne sont pas en EHPAD. Vous avez dit quelque chose d'important. Est-ce que dans le fond, ils se sont piégés par cette stratégie de se dire, dans le fond, on va aussi un peu dans le sens des anti-vaccins qui sont nombreux en France, et c'est en quelque sorte, c'était une façon de les ménager. Est-ce qu'ils ont été pris aux pièces de cette stratégie-là qui... Alors, je crois qu'il y a eu évidemment de la prudence. Ça, c'est malheureusement devenu nécessaire aussi dans notre pays. Moi, je suis très marquée par ce qu'on avait vécu au tout début du mandat, quand on avait élargi le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants. Où aujourd'hui, quand vous êtes parent, si vos enfants ne reçoivent pas 11 vaccins, eh bien, on n'accepte pas de les scolariser. Ce qui est légitime pour protéger non pas juste votre enfant, mais aussi les vôtres. Et à l'époque, on avait reçu des milliers et des milliers de mails, à la fois sincères, d'autres complotistes, sur le sujet. Donc on sait qu'on a malheureusement ce terreau-là. On ne peut pas faire comme si, malheureusement, ce terreau n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'adapter à ceux qui sont anti-vaccins, qui de toute façon refuseront d'y avoir accès, quel que soit le vaccin, qu'il soit français ou pas français, que ce soit telle ou telle technologie qui soit utilisée. Par contre, je pense que ça mérite de la transparence, c'est-à-dire qu'on ait accès en tant que citoyen à la cartographie, de savoir quels sont les établissements qui sont référents, qu'on ait accès aux chiffres, c'est-à-dire le nombre de doses qui arrivent chaque semaine, 500 000 doses, qu'on ait accès au choix qui a été fait. Pourquoi tel ou tel public est prioritaire? Les questions, elles ont souvent été posées. Pourquoi moi qui ai 75 ans mais qui ne vis pas en EHPAD, eh bien, je n'y ai pas accès en même temps? Tout simplement parce que des clusters se sont formés en EHPAD et qu'on a bien vu qu'il y avait une chaîne de contamination qui était plus puissante. Et puis enfin, il y a eu cette demande de dire allez plus vite, ne commencez pas le 18, commencez dès maintenant puisque vous avez dès maintenant les doses de vaccins. Et donc, c'est déployé. Et moi, je vois, par exemple, à Rambouillet, on aura plus de 5000 doses de vaccins dès demain qui pourront être utilisées. On a quand même l'impression que le gouvernement n'a pas su trop bien sur quel pied danser. Parce que dimanche, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, disait, je le cite, la France a choisi un chemin différent. Donc comme si le processus assez lent de démarrage était assumé. Le même dimanche, Emmanuel Macron disait, attention au rythme de promenade en famille. C'est-à-dire, ça va trop lentement. Hier, le ministre de la Santé disait « on va accélérer à toute vitesse ». Donc il y a quand même eu un flottement. Personne ne peut le contester, ça.
Alors, déjà, on n'accélère pas n'importe comment ou à toute vitesse. Ça répond à l'injonction du président de la République. On répond à la demande aussi très forte des citoyens qui est de dire on a besoin d'être protégé et on sait que notre meilleure chance de l'être et notre meilleure chance de retrouver une vie normale demain, parce que c'est ça l'aspiration profonde, c'est on veut retrouver notre vie sociale, culturelle, associative, économique normale. Et pour ça, on a besoin de protéger les Français. Notre meilleure barrière, notre meilleure protection, c'est le vaccin. Et donc, on n'ouvre pas n'importe comment, on le fait aux plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui potentiellement peuvent développer les formes les plus graves. Comme par exemple, avant-hier, il y avait 50 000 personnes vaccinées en Pologne, 400 en France. C'est normal, puisque la campagne, elle démarrait normalement le 18 janvier. Et vous avez d'autres pays européens où c'est zéro parce qu'ils n'ont pas démarré. Non, mais ils ont démarré en même temps. Tout le monde a eu les doses de vaccin en même temps, en Europe. Mais, encore une fois, on avait fait initialement un choix qui était de dire on démarrera la campagne le 18 janvier. Sachant qu'on aurait les doses le 2 ou le 3 janvier. Parce qu'on a un temps déjà de recueil du consentement. Est-ce qu'on accepterait en France de vacciner quelqu'un sans qu'il y ait un consentement écléré de la personne? Après, c'est quelqu'un qui va se faire vacciner, c'est qu'il est consentant. Est-ce qu'on accepterait en EHPAD, par exemple, qu'on ne demande pas de manière claire le consentement d'une personne âgée, qu'on ne demande pas le consentement de sa famille si cette personne est sous tutelle. De s'en préoccuper et donc, avant. C'est ça qui est mis en place. Et donc, forcément, le recueil du consentement, il prend du temps. Mais moi, vous n'accepteriez pas que vos parents, vos grands-parents soient vaccinés. J'entends bien, Aurore Bergé, leur accord mais éclairé. Il y a deux choses. Il y a effectivement le consentement des personnes âgées qui n'ont plus toute leur tête et il faut les demander à la famille, certes. Mais il y a aussi tous les contenants des vaccins qui demandent qu'ils soient à moins 70 degrés. Et l'homologation pour ces contenants a été donnée hier. Est-ce que là, alors Emmanuel Macron, dit-il, était en colère. Est-ce qu'il est en colère contre cette lourdeur, l'épaississement de cette administration chez nous qui pèse très lourd? Dans le fond, on a une incapacité à être dans une logistique qui fonctionne. Alors, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait de l'incapacité. Alors c'est quoi? Je crois que ce que vous dites, vous avez raison, sur un excès bureaucratique. Ça, oui. Et je pense qu'il va falloir clairement qu'à l'issue de la crise, on puisse en tirer des enseignements très clairs sur comment on fait pour avoir des chaînes de décision qui sont beaucoup plus courtes. Parce qu'on voit bien aussi les difficultés que ça a pu représenter d'organisation logistique, de distribution, d'approvisionnement, de qui est décisionnaire. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les collectivités locales? Est-ce que c'est le ministère donc central? Est-ce que ce sont les services de l'État dans les territoires qui peuvent être décisionnaires? Et ça, je crois qu'il va falloir clairement que les questions soient posées et qu'on en tire des enseignements. Après, donc quand Emmanuel Macron dit qu'il est en colère, il est victime lui aussi de cette lourdeur? Ah mais je crois qu'on l'est tous. Enfin, on l'a vécu. Moi, je le vis en tant que parlementaire parfois d'excès, en effet, technocratiques, bureaucratiques, de difficultés à simplifier, de promesses de simplification qu'on a du mal à tenir, à mettre en œuvre, de suivi de l'application de la loi. Moi, je pense que l'Assemblée on mériterait d'avoir plus de moyens aussi pour permettre ce suivi et ce contrôle très précis de la manière avec laquelle on vote et de comment c'est ensuite concrètement appliqué dans les territoires. Et oui, on a eu parfois, en effet, cet épaississement, comme vous dites, qui a été difficile à maîtriser et qui ajoute de la lourdeur. Après, on a un vaccin nouveau. En moins d'un an, on a un virus qui a été identifié avec plusieurs mutations qui ont déjà existé, un vaccin et même plusieurs vaccins. Oui, puisque là, on parle aujourd'hui du premier vaccin de Pfizer. On va avoir le vaccin Moderna. On attend que les tests soient concluants pour la mise sur le marché au sein de l'Union européenne. On a 5 vaccins qui sont en cours de développement, y compris un vaccin français, et avec des méthodes qui sont différentes de développement, d'administration. Le vaccin Moderna ou le vaccin AstraZeneca, par exemple, on a des modes d'administration qui sont beaucoup plus simples que celui qu'on utilise aujourd'hui avec ces modalités notamment de conservation qui sont extrêmement précises. On nous dit depuis des mois que le vaccin, c'est l'horizon vers la sortie de cette crise sanitaire. Or là, depuis quelques jours, depuis le début donc, de cette polémique autour des ratés du début de la vaccination, on entend un certain nombre de responsables de la majorité dire « écoutez, c'est quand même pas l'affaire du siècle, 5 jours, 8 jours, c'est pas très grave, ça va pas changer la face du monde ». Mais si on se replace à l'échelle des entreprises qui sont fermées, les bars, les restaurants, les lieux de culture, depuis des semaines qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment à bout de nerfs, là, vous les entendez, parce qu'en plus elles savent que ça ne va pas réouvrir dans les prochains jours. Est-ce que 8-10 jours, on peut se le permettre? Mais c'est pour ça qu'on ne se l'est pas permis, et c'est pour ça, et vous donc il y avait bien au départ une erreur. Qu'il y a une amplification. Il y a un choix qui a été fait.
Maintenant, ce choix aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a su faire en sorte très vite de changer la direction et de se dire, en fait, c'est dès cette semaine qu'il faut que la campagne puisse être massive. Et donc, fin janvier, on aura déjà 1 million... Changement sur les masques, changement sur les tests, changement sur le vaccin. Vous savez, sur les tests, mais ce qui est intéressant aussi, ça induit du doute, de la méfiance. Vous savez, sur ces sujets-là, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, il y aura toujours du doute et de la méfiance. Quoi qu'on fasse, quelles que soient les décisions qui soient prises. Regardez l'exemple des tests. Très intéressant. On disait que la France était tout à fait inorganisée sur les tests. Au final, on est l'un des pays les plus performants sur les tests. À un moment. Regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez des embouteillages monstrueux, des heures et des heures d'attente pour pouvoir se faire tester. En France, les Français, juste avant de rejoindre leur famille pour Noël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans leur pharmacie, ils sont allés à l'hôpital et ils ont pu se faire tester et avoir le résultat en quelques heures dans la journée parce que le système logistique d'organisation a été mis en place, est efficace, l'a été et continue à l'être parce qu'on a besoin évidemment de continuer à faire tester les Français. Sur la question du vaccin et des vaccins, puisqu'encore une fois, il y en a plusieurs, moi, ce qui m'importe, c'est qu'en effet, c'est aujourd'hui notre chance commune, collective, de sortir de cette période difficile, douloureuse, pour, vous l'avez dit, les associations, le monde culturel, les entreprises, pour tous les citoyens en vérité. Et donc, ça veut dire, qu'on a besoin de l'adhésion des Français pour qu'ils puissent se faire vacciner dès le moment où chacun d'entre nous y aura accès. D'où la plateforme qui va être mise en place, qui va nous permettre à nous, qui ne sommes pas dans les tout premiers publics, de nous signaler en disant « dès que ce sera disponible pour moi, eh bien moi je suis prête à me faire vacciner, je le souhaite ». Parce que je pense que ça, c'est quand même important qu'il y ait cette adhésion très massive. Fin janvier, on aura déjà plus d'1 million de personnes qui aura été vacciné. Oui. Je vais écouter Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, et qui se pose depuis quelques mois en rival, on va dire, ou en opposant à droite d'Emmanuel Macron. Écoutez ses doutes. On l'écoute. Si elle était bonne, le gouvernement ne l'aurait déjà pas changée 2 fois en moins d'1 semaine. Et si je viens aussi, c'est à la fois pour dire au gouvernement « changez tout », dans votre stratégie, mais surtout pour commencer... Pourquoi changer tout? Changer quoi? Attendez, déjà la première chose, dites-nous la vérité. Je veux que le gouvernement nous dise la vérité. En quoi ils disent pas la vérité? Combien de doses ont été commandées exactement par la France? Parce que ce que je pense, c'est que nous sommes à nouveau face à un risque de pénurie de vaccins. Voilà, est-ce qu'il sous-entend qu'on ne nous dit pas la vérité et que le nombre de vaccins, eh bien la vérité n'est pas dite là-dessus? Xavier Bertrand, il est ancien ministre de la Santé. Et je trouve que c'est quand même profondément irresponsable de venir sur une antenne en prétextant que le gouvernement aurait menti. Il n'y a pas de risque de pénurie. On a commandé pour être en capacité de vacciner jusqu'à 100 millions de personnes. Donc ça veut dire que sur les différents vaccins qui existent, parce qu'encore une fois, ils ont des facultés différentes, des modalités d'administration différentes. On en a combien aujourd'hui sur le territoire de vaccins? Aujourd'hui, on avait 670 000, plus 500 000 qui arrivent chaque semaine pour Pfizer. Moderna, on sait que ce sera une quantité plus restreinte parce que c'est un plus petit laboratoire que Pfizer. Et on a ensuite d'autres vaccins qui vont entrer progressivement sur le marché. Tout ne va pas reposer sur un seul vaccin et sur Pfizer. Mais la France a passé commande pour qu'on puisse vacciner potentiellement jusqu'à 100 millions de Français. Donc ça veut dire qu'on a largement de quoi permettre une campagne vaccinale sur l'ensemble de la population, si tant est que l'ensemble de la population, évidemment, souhaite se faire vacciner, ce que j'espère, parce que je pense qu'encore une fois, c'est notre meilleure chance. Et je ne vois pas de proposition alternative dans ce que nous dit Xavier Bertrand. Donc si c'est uniquement pour semer le doute et pour surfer sur les théories complotistes, le gouvernement français est transparent. Vous pouvez regarder aujourd'hui en direct sur le site du ministère le nombre de personnes qui sont en réanimation, le nombre de personnes qui sont décédées. Vous l'avez en direct. Vous avez tous les chiffres. Je ne sais pas combien de pays ont fait cette transparence sur ce qui se passe concrètement au sein de l'hôpital. On fait cette transparence en disant qu'on avait, dès cette semaine, 100 centres hospitaliers notamment, qui vont permettre cette vaccination à grande échelle en plus des EHPAD. 300 la semaine prochaine, puis 500. On aura une cartographie. Donc tout ça
est complètement transparent pour les Français, et heureusement d'ailleurs. Il y a une nouvelle inquiétude qui est apparue depuis quelques jours avec cette nouvelle souche du virus en Angleterre. Le reconfinement généralisé a été annoncé hier soir de manière un peu surprise d'ailleurs par le Premier ministre britannique pour au moins 6 semaines. Ce variant du virus est déjà en France. On sait qu'il est beaucoup plus contagieux, on dit jusqu'à 70% plus contagieux que la version précédente, si je puis dire. Est-ce que finalement, un reconfinement nous pend au nez d'une certaine manière? Est-ce qu'on se prépare à ça? Est-ce que le gouvernement a commencé à étudier ce scénario? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, dans la majorité, on envisage un reconfinement généralisé en France? C'est évidemment pas ce qui est souhaité. Ça, bien entendu. Je pense que vous vous en doutez. Ce qui est certain, c'est que oui, cette mutation, elle est arrivée en France. Elle a été pour l'instant extrêmement circonscrite. Donc, ce qui n'a pas donné lieu à ce qui existe en Grande-Bretagne, où vous avez vu une accélération galopante liée à cette mutation, avec en effet un risque de contamination beaucoup plus important que celui qui existe avec le virus tel qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison que ce confinement existe. Mais moi, je suis honnête. Personne aujourd'hui ne peut venir sur votre plateau en vous promettant que plus jamais il n'y aura de confinement en France ou qu'il y en aura un avec certitude. Tout simplement parce qu'encore une fois, d'autres mutations pourraient peut-être intervenir qui nécessiteraient là encore de protéger. Je crois qu'en France, on a tout fait pour concilier cet objectif sanitaire avec un exemple, les écoles. Imaginez qu'en Italie, il y a certains enfants qui n'ont plus vu l'école depuis la première crise. Imaginez qu'en France, depuis des mois, les enfants n'aient plus vu l'école. Ça, c'est une victoire extrêmement importante dans notre pays d'avoir maintenu notamment ce point-là qui me paraît essentiel pour le développement des enfants. Il nous reste un peu moins de 2 minutes, Aurore Bergé. L'examen du projet de loi renforçant les principes républicains, qu'on devait au départ appeler le projet de loi contre le séparatisme religieux, a commencé cette semaine à l'Assemblée nationale. La situation aujourd'hui en France, elle est préoccupante de ce point de vue. La Cour des comptes vient de publier un rapport sur la situation, par exemple, dans la banlieue lyonnaise, sur la montée de l'islam rigoriste. Est-ce que le projet de loi est dimensionné pour faire face à la réalité et à l'ampleur du problème? Le projet de loi, pour la première fois, il se confronte justement à la réalité. Il part de ce qui se passe concrètement sur les territoires. Est-ce qu'on a mis fin à la polygamie dans notre pays? Non. Est-ce qu'on doit donc renforcer les contraintes? Oui. Est-ce qu'il y a encore des certificats de virginité qui existent dans notre pays? Oui. Est-ce qu'il y a eu du clientélisme électoral qui a existé, voire qui existe encore, et qui fait que parfois vous voulez faire des horaires différenciés ici à la cantine, à la piscine, ou des programmes différenciés à la cantine? Malheureusement, ça existe. Eh bien, cela, ce sera sanctionné demain. Est-ce que l'égalité entre les filles et les garçons, elle est partout respectée sur le territoire? Non. Est-ce que les associations, parfois, sont des faunées pour d'autres objectifs et un terreau pour, justement, la radicalisation ou l'islamisme? Oui, donc le projet de loi se confronte et part du réel pour qu'on ait enfin des délits à la hauteur du risque que nous font prendre, malheureusement, celles et ceux qui professent la haine ou celles et ceux qui font le terreau et le lit du terrorisme. Merci, Aurore Bergé. Merci beaucoup. Et merci à Charlotte Urien-Tomaka et Camille Néran pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.